Alors, on va débuter. Bonsoir mesdames, bonsoir docteur. Donc, bienvenue à l'Afterwork au féminin, qui est notre plateforme féminine. Et aujourd'hui, nous allons recevoir le médecin gynécologue obstétricien, docteur Doumbouya Mohamed, qui est médecin, qui est gynécologue aussi obstétricien, donc en France, qui va nous entretenir sur le thème de l'endométriose et aussi sur le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, docteur, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté de nous entretenir sur ce sujet qui est très important pour nous les femmes aujourd'hui, puisque beaucoup de personnes en souffrent. Et encore merci aux dames qui se sont connectées. Donc, nous allons commencer notre after work du jour. Donc, je vous laisse la parole, docteur. Docteur, il y a Axel. Bonsoir, Axel, qui veut poser une question. Donc, docteur, je te laisse gérer. Ok, bonsoir à tous. Merci Nara de nous donner l'occasion de pouvoir discuter avec le médecin. Et moi, j'avais une question à poser concernant l'endométriose. Je voulais savoir si l'endométriose n'a pas été bien traitée, est-ce que ça peut déboucher à un cancer de l'endomètre? Non, il n'y a pas de lien entre l'endométriose et le cancer de l'endomètre. Déjà, c'est ce que je disais tantôt, l'endométriose, c'est une pathologie de la femme en âge de procréer. C'est une pathologie de la femme en âge de procréer, c'est une pathologie de la femme avant la ménopause. Et le cancer de l'endomètre, c'est beaucoup plus une pathologie de la femme ménopausée. L'âge moyen du cancer de l'endomètre se situe aux alentours de 50-52 ans. Mais est-ce qu'à date, il n'y a pas des femmes qui, comme on appelle ça, qui sont en âge de procréer de 30 à, je sais pas moi, 40 ans et qui ont des cancers de l'endomètre? Oui, c'est possible. Il y a des cas de femmes jeunes qui ont le cancer de l'endomètre, mais il n'y a pas de lien entre le cancer de l'endomètre et l'endométriose. Ok. D'accord. Si l'endométriose n'a pas été traitée durant ta période de procréation et que tu as toujours cette maladie-là, est-ce qu'à l'âge de la ménopause, est-ce que ça ne peut pas déboucher sur un cancer de l'endométriose? Non, la réponse est non. Ok, en tout cas, merci, ça rassure un peu. Oui. Merci bien. Il y a Nel aussi. Nel, tu peux parler. Hein. Docteur, comme c'est une discussion, je te laisse le lead de... Oui, les questions, je ne les vois pas trop. Je ne sais pas si c'est écrit ou pas. Peut-être non, elle lève la main. Nel, tu peux parler. Oui, bonsoir, docteur. Oui, bonsoir. Question notamment par rapport à la pilule qui bloque justement les règles. Donc, je voulais savoir s'il n'y a pas un danger parce que c'est vrai qu'il y a il y a des pilules, etc. J'avais déjà eu à prendre une pilule. Parce que moi, justement, on m'a diagnostiqué aussi de l'endométriose. Donc, on m'avait prescrit une pilule qui m'avait entraîné des saignements parce que je devais la prendre tous les jours. Mais j'avais des saignements pendant toute la période où j'ai pris la pilule. Du coup, j'ai dû arrêter parce qu'elle était bloquée les règles. Mais au final, je les avais tous les jours. Et quand j'ai arrêté ça, les douleurs, les saignements se sont arrêtés et les douleurs ont drastiquement diminué. C'est-à-dire que là, avant, je prenais, je ne sais pas si je peux dire, mais en tout cas, des comprimés assez forts, donc de la codéine. Et après, de l'iprane suffit maintenant, voire pas du tout, pour supporter les douleurs. Et on prescrit justement une autre pilule qui permet de bloquer les règles. Parce qu'on me disait justement que le fait de bloquer les règles empêche l'évolution de la maladie. Parce qu'on m'a fait D'accord, merci. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation et je tiens à remercier celles qui ont décidé de passer du temps avec nous ce soir. Alors, l'endométriose, c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet qui touche une partie des femmes en âge de procréer. Quand je dis en âge de procréer, c'est-à-dire c'est la femme avant la ménopause. C'est une pathologie assez fréquente et complexe. Elle perturbe le bien-être de la femme par les douleurs qu'elle engendre et ça peut être même cause de problèmes dans le couple parce que ça perturbe la vie de la femme et ça peut jouer sur la relation de la femme et de son partenaire. Alors, pour
parler vraiment de l'endométriose, je vais me permettre un petit rappel anatomique. Parce que qui parle d'endométriose parle de l'utérus. D'accord? Tout part de l'utérus. Et l'utérus de la femme se situe dans cette région qu'on appelle la cavité pelvienne. Et l'utérus, elle est constituée de 3 couches essentiellement. Une première couche qui est la couche la plus interne qu'on appelle l'endomètre. Une deuxième couche qui est la couche, je peux dire, intermédiaire. Et une troisième couche qui est la couche la plus externe, qui est la séreuse. Donc là, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et l'endométriose, c'est quand la couche la plus interne, qu'on appelle l'endomètre, se retrouve en dehors de la cavité utérine. Pour faire un peu, pour schématiser un petit peu, c'est comme quand on a un contenant et un contenu. Le contenant, c'est comme une bouteille qu'on a et le contenu, c'est comme le liquide qu'on a dans la bouteille. Eh bien, c'est pareil. Le contenant, c'est l'endomètre et le contenu, c'est l'utérus. Et l'endométriose, c'est quand le liquide se retrouve en dehors de la bouteille. C'est-à-dire, l'endomètre se retrouve en dehors de la cavité utérine. Et quand cela arrive, l'endomètre peut se retrouver partout. Déjà au niveau de la cavité, au niveau du péritoine, qui est cette couche qui recouvre les organes au niveau du pelvis et de l'abdomen. Ça peut se retrouver dans les ovaires et former des kystes qu'on appelle des endométriomes. Ce sont des kystes, c'est-à-dire l'ovaire se remplit de liquide chocolaté qui en réalité n'est que du sang menstruel, puisque l'endomètre est relié au cycle. Et ça peut se retrouver aussi au niveau de la vessie, au niveau du rectum, parfois même au niveau des poumons, au niveau du foie. Donc en gros, aucun organe n'est épargné par l'endométriose. Donc ce qui fait qu'on peut avoir l'endométriose superficielle, l'endométriose au niveau des ovaires et l'endométriose profonde. Ensuite, je sais qu'il y a beaucoup qui se posent la question, mais comment une situation pareille peut arriver? De nos jours, même les plus grands spécialistes n'arrivent pas à expliquer la survenue de l'endométriose. Il y a des théories qui sont avancées, et parmi ces théories, il y aurait des facteurs qui prédisposent à l'endométriose. Et parmi ces facteurs, nous avons des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux et des facteurs hormonaux. Mais il y a une théorie aussi qui revient le plus souvent pour expliquer cette situation, c'est la menstruation rétrograde. Parce que normalement, pendant la menstruation, ce qu'on appelle communément les règles chez la femme, eh bien, le sang s'écoule de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire de l'intérieur de l'utérus vers l'extérieur par le vagin et ce qui s'extériorise, ce qu'on appelle les règles. Mais dans la survenue de l'endométriose, une partie de ce flux menstruel, du sang, si je peux me permettre, se retrouve dans la cavité utérine en passant par les trompes. Ce qu'on appelle le reflux transtubaire des menstruations. Pourquoi cela arrive, personne ne le sait et jusqu'à présent, personne n'arrive à expliquer. Donc, quand le flux de sang des règles, qui normalement devrait être extériorisé par le vagin, se retrouve à passer dans les trompes. Vous savez, les trompes, ce sont ces 2 tuyaux qui relient l'utérus vers les ovaires. Du coup, ça sert de pont au flux menstruel qui se retrouve dans la cavité pelvienne. Et là, comme la trompe est directement reliée à l'ovaire, eh bien, ce flux peut se retrouver dans les ovaires pour former ce qu'on appelle les endométriomes. Et parfois, ça peut se déposer dans le pelvis ou dans la cavité abdominale. Donc, c'est cette théorie qui est le plus souvent évoquée pour expliquer l'endométriose. Il faut savoir que qui parle d'endométriose parle indirectement d'infertilité. Parce que l'endométriose est associée à l'infertilité. Une partie des femmes infertiles, malheureusement, se trouvent être atteintes d'endométriose sans même le savoir. Ensuite, je vais parler du diagnostic de cette pathologie, c'est-à-dire comment reconnaître la pathologie. C'est une pathologie assez complexe. Même pour nous, professionnels de santé, on a parfois du mal à poser le diagnostic.
Et pour vous montrer à quel point c'est assez compliqué, une femme consulte au moins 5 fois en moyenne avant qu'on lui diagnostique une endométriose. Donc, c'est pour vous dire que c'est une situation qui n'est pas aussi assez simple pour nous, professionnels de santé. De telle façon qu'il y a même des centres spécialisés dans la prise en charge de l'endométriose. C'est-à-dire il y a des médecins qui ne font que ça, qui sont spécialisés dans l'endométriose, qui font que ça, qui connaissent que ça. Donc, c'est pour vous dire que c'est une pathologie un peu complexe et multifactorielle. Du coup, l'endométriose va se manifester principalement par des douleurs. Des douleurs qui seront cycliques ou pas, qui seront invalidantes et qui peuvent affecter la qualité de vie. Et moi, j'ai pour l'habitude de caractériser cette douleur par les... Alice. Excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne là. Donc, j'ai pour habitude de caractériser cette douleur par les 5 D. C'est-à-dire les 5 D, c'est-à-dire le premier D est la dysménorrhée. Et il faut entendre par dysménorrhée, c'est des douleurs pendant les règles. Ensuite, les dysuries, qui sont des douleurs pendant la miction. Les dyschésies, qui sont des douleurs pendant la défécation. Excusez-moi. Hein. Et des dyspareunies, qui sont des douleurs pendant les rapports sexuels. Et enfin, le dernier D, qui est consacré aux douleurs pelviennes et aux douleurs abdominales. Et ces douleurs peuvent être majorées pendant la période des règles. C'est-à-dire que c'est des douleurs qui sont permanentes, mais qui sont beaucoup plus accrues pendant la période des règles, parce que l'endomètre est sous l'influence des hormones et sous l'influence du cycle féminin. Et c'est des douleurs principalement. Et ces douleurs, ça ne suffit pas toujours. Ça ne suffit pas toujours. Il faut que le médecin complète son interrogatoire par un examen clinique. C'est-à-dire c'est un examen clinique assez rigoureux et assez approfondi. Après l'examen clinique, nous aurons des examens complémentaires comme l'échographie pelvienne, de préférence par voie endovaginale. Et si la voie endovaginale ne peut pas être réalisée, bien on fait l'échographie pelvienne. On peut être amené aussi à demander une IRM du pelvis, l'imagerie par résonance magnétique, qui est quand même l'examen qu'on demande le plus, parce que pour faire l'échographie, il faut quand même être un peu entraîné, il faut avoir l'habitude. Mais avec l'IRM, je pense qu'on arrive à dépister plus facilement les endométriomes. Mais pour l'endométriose, mais pour les endométriomes, je pense que c'est l'échographie qui est plus précis, parce que l'échographie permet de mettre vraiment en évidence les kystes qui ont un aspect vraiment spécifique. Et voilà, ça se reconnaît très facilement par le professionnel de santé. Il y a des cas où même après l'examen clinique et l'examen de première intention, qui sont l'échographie et l'IRM, on n'arrive pas toujours à poser le diagnostic. Et dans ce cas, on peut s'aider de la cystoscopie. C'est-à-dire c'est un examen ou une intervention chirurgicale qui consiste à aller fouiller dans le ventre, dans la cavité pelvienne, dans l'abdomen avec une caméra et faire des prélèvements au besoin. Donc, ça a l'avantage de voir à l'œil nu les lésions qui sont assez reconnaissables. Et ça a aussi l'avantage de traiter, de traiter les lésions. On peut les traiter, on peut faire des prélèvements et envoyer au laboratoire pour confirmer le diagnostic. Donc, une fois le diagnostic posé, une fois la maladie diagnostiquée, ben, il faut la traiter. Il faut la traiter et pour le traitement, déjà le but du traitement, c'est de soulager la femme. Puisque c'est une pathologie qui est assez douloureuse, il faut déjà penser à soulager la patiente. Et ensuite, lorsque l'endométriose est associée à l'infertilité, ben, il faut pouvoir permettre à ces femmes de connaître le plaisir de concevoir, de connaître la joie de devenir maman. Et pour ça, nous avons différents moyens. Nous avons des moyens qui peuvent être médicamenteux.
Et des moyens, ben voilà, des moyens chirurgicaux où on peut faire recours à la chirurgie. Et à propos des moyens médicamenteux, nous avons essentiellement des antalgiques, des antidouleurs assez forts, palier 2 ou palier 3, parce que généralement les paliers 1 ne suffisent pas pour calmer ces douleurs. On peut aussi s'aider par la pilule. On peut utiliser aussi la pilule. Finalement, ce sont les ostropogestatifs qui sont indiqués. En première intention, s'il n'y a pas de contre-indication, parce que les ostropogestatifs ont quand même assez de contre-indications. Mais tant qu'on peut, quand il n'y a pas de désir de grossesse, on peut donner des ostropogestatifs. Ou aussi une manière de gérer ces douleurs, ben, c'est d'arrêter les règles. C'est d'arrêter les règles par des pilules, puisque la symptomatologie est accrue pendant la période des règles. Ben, on essaie d'arrêter les règles. Et pour ça, on a aussi des pilules et aussi on a le stérilet. On a un stérilet hormonal qui permet quand même de couper les règles. Il y a une question. Une maladie qui ne va pas... En tout cas, pour le moment, on n'a pas trouvé de solution qui permette de faire disparaître la maladie. Donc, on peut juste la bloquer. Oui. Et donc, oui, vas-y. Excuse-moi, vas-y. Et donc, moi, ma question, c'est de savoir si c'est pas un danger aussi, parce que les médicaments, bon, pour le moment, généralement, les pilules, c'est comme ça. Au début, on va dire les laboratoires, dire qu'il n'y a pas de risque, etc. Mais le fait de... Parce que jusque-là, je n'ai pas pris parce que j'ai des doutes. Mais prendre les règles... Ouais, je comprends votre préoccupation. Déjà, il faut savoir que les pilules sont classées en plusieurs catégories. D'accord? Il y a des pilules qui donnent les règles normalement. Il y a des pilules qui n'en donnent pas du tout. D'accord? Ça fait partie du mécanisme de fonctionnement de ces pilules-là. Donc, le fait qu'une pilule bloque les règles, coupe les règles, ça n'a aucun danger pour la santé. Parce que la pilule a été conçue comme ça et elle marche comme ça. Donc, le fait que vous ayez les règles bloquées parce que vous êtes sous pilule, ça n'a aucun risque pour votre santé. Ok. D'accord. Après, bien sûr, il faut s'assurer qu'il n'y a pas une grossesse qui s'est développée entre-temps parce que la grossesse, en elle aussi, elle bloque les règles. Mais si vous prenez une pilule qui est censée bloquer les règles et que vos règles sont bloquées, ben, ça n'a aucun impact sur votre santé. Ça, vous pouvez en être rassuré. Ok. Et déjà, même à un certain âge, il y a des pilules. Les pilules qui donnent les règles ne sont même plus trop indiquées. Vous comprenez un peu? Oui. Voilà. D'accord. Merci. Je vous en prie. Ok. Donc, ma question est liée à, comment dire ça, à mon expérience. Parce que vous avez donné l'exemple des pilules et tout ça pour essayer de résoudre le problème d'endométriose. Mais dans mon cas, parce que ça ne fonctionnait pas vraiment, ou si je peux appeler ça comme ça, j'ai eu recours à des régimes alimentaires et tout ça. Donc, je veux savoir si ça peut faire partie des solutions moins... Voilà. Tu m'entends? Oui, je vous entends. Tu voudrais savoir si le régime alimentaire... S'il y a des solutions, il y a moins agressif parce que les médicaments et tout ça, vraiment, quelquefois, c'est fatigant aussi de prendre plusieurs... Déjà, pour bien traiter l'endométriose, il faut déjà la stadifier, d'accord? Parce qu'il y a plusieurs grades d'endométriose. Et comme je l'ai dit tantôt, on dispose de plusieurs moyens pour pouvoir gérer cette situation. Et du coup, nous avons les pilules, les antalgiques et tout ça. Et quand tout ça ne marche pas, et en fonction de votre grade, de votre stade, je pense que le traitement chirurgical peut vous être proposé. Ok. Voilà, vous comprenez un petit peu? Voilà. Donc, ça serait un peu difficile pour moi de répondre à cette question en ne sachant pas votre stade, l'évolution de votre l'évolution dans votre cas et tout ce qui avait été fait et ce qui a été vraiment diagnostiqué. Et si le traitement médical il marche pas, mais je pense qu'on fait recours à la chirurgie, quoi.
Et la chirurgie de l'endométriose, c'est une chirurgie un peu spécialisée. N'importe qui ne peut pas se permettre de faire cette chirurgie. Donc, Ok. ce que je veux dire, c'est qu'un simple gynécologue, moi je ne dis pas un simple gynécologue, mais un gynécologue qui n'a pas été formé dans ce sens ne peut pas faire une chirurgie de l'endométriose. C'est pour ça qu'il y a des centres spécialisés, rien que pour ça. Ok. Ouais, un petit peu. Donc, les régimes alimentaires, le sport, en fait, toutes ces histoires qu'on fait, c'est généralement pour notre santé générale, quoi. Pas Ouais, forcément. c'est ça. Ou bien ça va ouais. dépendre de la situation de la personne. C'est ok. ça, exactement. D'accord, ok. Merci beaucoup. Et, Nara, c'est Axel. J'avais une question à poser concernant le traitement même de l'endométriose. Surtout de mon expérience personnelle, en Afrique, très souvent, pour traiter l'endométriose, on te propose des antalgiques et chaque 3 mois, vu que ça n'a plus le même effet pour pouvoir calmer la douleur, chaque 3 mois, on te change l'antalgique. Mais au grand jamais, on ne t'a proposé d'autres solutions. On peut te dire non, que de changer il y a certains aliments que tu ne dois pas manger, tout en ne te proposant pas d'autres choses, quoi. Donc, tu es obligé de changer d'antalgique chaque 3 mois environ. Et puis, espérer que, Inch'Allah, en croisant les doigts, selon la superstition, quand tu vas accoucher, tu seras plus sujette à ce genre de douleur pendant la menstruation. Donc, je voulais savoir, à date, est-ce que la partie chirurgicale, c'est-à-dire la solution chirurgicale, est-ce qu'en Afrique, c'est quelque chose qui est connu? Est-ce qu'en Afrique, il y a des spécialistes dans ce domaine-là? Voilà un peu ma question. Ok, merci beaucoup. Alors, pour ma petite expérience, parler de l'Afrique, alors déjà, l'endométriose est sous-diagnostiquée, déjà même dans les pays développés, à plus forte raison dans nos pays en voie de développement. Changer d'antalgique à chaque fois, pour moi, c'est pas toujours la solution. D'accord? L'endométriose, comme je l'ai dit, c'est une pathologie assez complexe et il faut déjà bien poser le diagnostic et pouvoir adapter la prise en charge. Et je ne pense pas que dans nos pays, on ait vraiment tous les outils pour poser un diagnostic précis sur l'endométriose. Même dans les pays en voie de développement, je vous dis, c'est pas tout le monde qui le fait. Il y a des centres spécialisés. Donc, la prise en charge de l'endométriose dans nos pays, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire et c'est tout ce que je peux dire, quoi. Ok, merci beaucoup. Merci voilà. de sans plus rentrer dans les détails. Voilà. Okay. Du coup, on est où on en était il y a au moins 10 ans en arrière. Ok, merci bien. Bon, je n'ai pas dit ça, mais bon. On ne va pas créer des problèmes diplomatiques. C'est ça. Ok. Il y a Kadi Sissé qui veut poser une question. Bonsoir, Kadi. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir à toutes. Et puis, bonsoir au docteur. Moi, je voulais poser, comment on appelle, l'approche, comment on appelle, parce qu'on parle d'endométriose, il a dit tout à l'heure que c'est pas, la prise en charge n'est pas tellement développée, surtout en Afrique, hein, c'est pas tellement développé, donc d'autres même ignorent le diagnostic. Mais est-ce qu'il n'y a pas de l'approche naturelle, comme des conseils en termes d'hygiène de vie pour pouvoir soulager les douleurs, puisqu'il n'y a pas de traitement au fait. Il n'y a pas de traitement, donc du coup, y compris tout ce qui est anti-inflammatoire qu'on prend comme des médicaments. Est-ce qu'on peut pas, par exemple, on voit un gynécologue, on peut aller voir un naturopathe, un nutritionniste, tout ça pour pouvoir au moins trouver une vie saine au fait. D'accord, j'ai compris un peu la préoccupation de Kadi.
En fait, quand tu prends la physiopathologie même de l'endométriose, c'est-à-dire c'est de l'endomètre qui se retrouve en dehors de son lieu d'habitation normal. Et c'est une situation, je pense, c'est hormonal en fait, c'est essentiellement hormonal l'endométriose. C'est essentiellement hormonal. Et les antalgiques et tout ça qu'on donne, c'est pour aider les patientes à mieux vivre avec l'endométriose et tout ça. Dans les approches naturelles, au vu de la physiopathologie, je ne pense pas que ça puisse apporter grand-chose. Le problème, il est hormonal, c'est du tissu de l'endomètre qui se dépose ailleurs et qui est amplifié pendant les périodes de règles parce que c'est hormonal, c'est lié au cycle. Et pour traiter, on donne des antalgiques et tout ça. Si ça ne marche pas, mais il faut aller retirer, quoi. Il faut aller les enlever. C'est ça. Malheureusement, c'est la seule solution dont nous disposons. Il y a des recherches qui sont toujours en cours sur l'endométriose. Peut-être les années à venir vont nous en dire plus. Mais pour le moment, ce sont ces approches de solutions que j'ai citées tantôt qui s'offrent à nous, quoi. Et surtout dans nos réalités africaines où la douleur, elle est assez mal comprise. Elle est assez mal comprise, la douleur. En Afrique, tout ce qu'on ne voit pas n'est pas pathologie. C'est un peu comme ça qu'on a tendance à réfléchir. Ce qui fait que même les patientes qui viennent consulter chaque fois pour des douleurs et tout ça, à un moment donné, ça saoule le médecin, quoi. Parce que le médecin, il se sent incapable de gérer, il se dit, encore elle qui revient, voilà. Alors qu'elle a vraiment mal. L'endométriose, ça fait très mal, c'est insupportable. Et nous, dans nos réalités, on l'a pas encore ancré dans nos réalités. Donc, c'est une pathologie qui est vraiment sous-diagnostiquée en Afrique et très, très mal connue. Vous voyez un peu, Kadi? Plus ou moins, quoi, mais c'est bon, ça va, quoi. Parce donc, que, les approches nous, naturelles on a et tout des ça, je ne pense pas que ça puisse marcher. Hein. Ça, c'est une réponse directe que je donne. Non, je ne pense pas. Non. Parce que moi, je sais, il y a par exemple, puisque l'endométriose est beaucoup inflammatoire, et oui. il y a certaines qui sont dans ce besoin qui vont voir le médecin, mais qui en souffrent des douleurs. Mais quand elles arrivent, par exemple, à gérer les stress, à pouvoir diminuer tout ce qui est sucré, caféine, domine normalement, l'hygiène de vie conciliée avec le naturopathe ou le nutritionniste, elles arrivent, par exemple, à se soulager des douleurs. Par exemple, quelqu'un qui mange, qui boit beaucoup de lait, qui boit beaucoup de sucreries, tout ça, ce sont des trucs inflammatoires. Quand tu arrives chez les personnes naturopathes ou bien des nutritionnistes, ils donnent. Donc, l'objectif, c'est de faire quoi? De pouvoir essayer de pouvoir concilier. On va chez le gynécologue, chez le spécialiste qui donne le diagnostic, mais et l'hygiène de vie de la personne. Par exemple, si on arrive à conseiller, toujours, même quand tu pars voir un naturopathe, il te dit toujours pour ton bon diagnostic, va voir un spécialiste de santé qui va te faire des examens. Et nous, maintenant, on pourra, avec celui-ci qu'il te donne, on pourra intervenir pour pouvoir trouver le juste milieu, pour pouvoir calmer. Parce que tout le monde n'a pas l'argent forcément pour aller faire une intervention pour l'endométriose. Oui, mais ce que je dis, l'intervention, elle n'est pas systématique. Et ce n'est pas toutes les endométrioses qu'on opère. Mais c'est quand le traitement antalgique, le traitement médical, il ne marche pas et qu'on a des lésions franches d'endométriose, parce que l'endométriose, ça peut être des kystes volumineux, des kystes importants qui font mal. Quand tu as de l'endométriose dans les ovaires, tu as un endométrium qui fait 4 cm, 5 cm, 6 cm, mais tu ne vas pas aller voir un naturopathe. Le naturopathe, il va pas régler ce problème-là. Je ne sais pas si tu comprends un petit peu. En fait, je comprends. Hein. Par exemple, il y a des gens, on dit typiquement, c'est comme des fibromes, des myomes. Ça, on te dit typiquement, il faut une intervention. Mais pour celles, par exemple, que le volume n'est pas arrivé à un stade où il faut chercher les moyens pour partir. Mais comment on peut soulager cette personne-là à partir de son hygiène de vie? Parce que maintenant, c'est cette réflexion-là qu'on entend de regarder avec tout ce qui est endométriose, syndrome de l'ovaire polykystique, pour que ces femmes-là
arrive à vivre sainement, au fait. Par exemple, à Oui, mais chaque moment que tu as des douleurs, tu dois acheter des médicaments. Et celles qui n'ont pas les moyens, par exemple, pour acheter les médicaments, qui peuvent, par exemple, se mettre au sport, gérer leur hygiène de vie et puis continuer avec l'approche médicale et l'approche naturelle, au fait. Puisque nous sommes en Afrique, oui, il faut qu'on essaie de... Voilà. oui, mais tout ce qui peut aider à gérer la douleur, c'est le bienvenu, hein. Tout ce qui peut aider à soulager les patientes, à gérer la douleur. Si une patiente pense que c'est le sport ou son hygiène de vie qui l'aide à gérer, à supporter ses douleurs, ou c'est quand elle est couchée sur le dos, sur le ventre, en position latérale, qui l'aide à supporter la douleur pendant les règles, ben oui, on peut, oui. Il n'y a pas, voilà, il y a pas de problème pour ça. Il y avait Yoni Kone, ensuite Mariam Kane et Nel encore qui a levé la main pour des questions. Vous pouvez poser des questions. C'est une discussion, on fait comme chez nous, donc n'hésitez pas. Vous avez une question, activez vos micros, posez la question. Et ensuite, le docteur, je ne sais pas si vous voulez, vous allez continuer, c'est à vous de gérer. Soit vous continuez votre exposé. Non, s'il y a des questions, on peut répondre aux questions, il n'y a pas de problème. Il y a Mariam Kane qui a levé la main, je crois. Bon. Il y a Yoni Kone d'abord. Oui, Yoni. Oui, Yoni, allez-y. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Moi, j'aimerais savoir si l'endométriose a des formes évolutives et si la prise en charge est que symptomatique. Des formes évolutives. Alors, comme je l'ai dit tantôt, l'endométriose, ça peut se retrouver partout. Il y a l'endométriose superficielle, d'accord? Il y a l'endométriose profonde. Il a été décrit que l'endométriose, ça peut évoluer aussi dans le temps. Au début, c'est peut-être des douleurs assez légères et tout ça qui vont s'amplifier avec le temps. Donc, il y a un versant évolutif, oui, dans l'endométriose. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'endométriose, ça peut se retrouver partout. Il y a même des cas où des patientes saignent du nez. Elles saignent du nez quand elles ont leurs règles parce qu'il y a de l'endométriose dans le nez. Il y a des femmes qui saignent du nombril quand elles ont leurs règles parce qu'il y a de l'endométriose au niveau du nombril. Il y a des femmes qui saignent même au niveau des poumons parce que c'est l'endomètre, c'est partout où il y a l'endomètre, il peut y avoir règles. Voilà. Donc, partout où il y a l'endomètre, il peut y avoir règle. Et partout où il y a l'endomètre, il peut y avoir douleur due à l'inflammation. Parce que quand ça va saigner, le sang va rester, ça ne va pas s'écouler, ça ne va pas sortir, ça va rester dans le ventre et ça va créer de l'inflammation et tout ça. Ça va créer des adhérences. Et c'est ces inflammations qui sont à l'origine des douleurs. Et c'est même ces inflammations qui sont à l'origine de l'infertilité. Parce que quand il y a des adhérences au niveau de la trompe et tout ça, et que l'ovaire est assez gros, rempli de liquide, eh bien, la fécondation, elle ne se passe pas bien. L'ovocyte n'est pas bien capté, le spermatozoïde ne passe pas bien parce qu'il y a des adhérences et tout ça. Donc, c'est tout ce truc-là qui crée l'infertilité due à l'endométriose. Je ne sais pas si j'ai répondu à la préoccupation de Yoni. Donc, pour répondre en une seule phrase à sa question, oui, l'endométriose peut être évolutive. Ça peut s'aggraver avec le temps. D'accord. Merci, docteur. Et la prise en charge, elle est que symptomatique et médicamenteuse ou il y a une prise en charge non médicamenteuse? Alors, la prise en charge dépend déjà de l'objectif attendu. Si l'endométriose est associée à une infertilité, par exemple, une femme qui cherche à tomber enceinte depuis 5 ans, 6 ans ou depuis quelques années qui n'y arrive pas, et à qui on a diagnostiqué de l'endométriose, oui, il faut la soulager, il faut voilà, mais il faut aussi l'aider à concevoir. Il faut l'aider à concevoir, il faut l'aider à tomber enceinte. Donc, la prise en charge, elle est, oui, au premier abord, elle est symptomatique parce qu'il faut gérer la douleur. Et ensuite, en fonction des situations associées comme une infertilité, ben on peut être amené à faire autre chose, quoi. Et dans le cas par exemple, de la dyspareunie, c'est quoi
la prise en charge là-bas? C'est pas comme si Alors, ben, la dyspareunie, généralement, quand il y a dyspareunie, c'est qu'il y a peut-être des nodules qui sont peut-être au niveau du vagin, au niveau peut-être des ligaments utérosacrés et tout ça. Et si le traitement symptomatique ne gère pas et tout ça, ben, il faut essayer d'enlever les nodules d'endométriose, quoi. D'accord, merci docteur, c'est bon pour moi. Ouais. Alors, Mariam. Alors, déjà, merci pour votre intervention. Et moi, ma question, elle est à plusieurs volets. Parce que, bon, déjà, en fait, j'aimerais savoir, est-ce que déjà les dysménorrhées et l'endométriose, c'est différent? Je n'ai pas compris, entre les? La dysménorrhée et l'endométriose. Oui. Est-ce que, en fait, les dysménorrhées sont les conséquences, en fait, de l'endométriose ou c'est pas du tout lié? En fait, je pose cette question parce que, du coup, en fait, déjà, en fait, dans l'adolescence, lorsqu'en fait les premières règles en fait sont arrivées, c'est arrivé avec de très fortes douleurs et ils ont dit en fait que c'était les dysménorrhées. Et il n'y a jamais eu en fait de diagnostic en fait. D'exploration. Voilà, il n'y a jamais été en fait question d'endométriose dans le temps. Et j'ai été mise en fait sous anti-inflammatoire, mais à chaque fois à de très 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 fortes doses, au point souvent de faire des surdosages. Donc, parfois, les comprimés, il fallait en prendre, les prophémies, il fallait en prendre 4, il fallait en prendre, voilà. On prenait. Sauf qu'on dit, en fait, qu'après les maternités, normalement, ça doit aller. Sauf qu'après les maternités, au contraire, ça s'est aggravé. Les douleurs se sont aggravées. Et lorsqu'il y a eu, en fait, une pause après 2 maternités, il a commencé à avoir des présences de fibromes. D'accord. Donc, avec les fibromes, les douleurs se sont encore plus accentuées. Et il y a eu, en fait, une hystéroscopie. Oui. Il y avait pour objectif, je pense que j'ai pu comprendre, en fait, ils ont gratté, comme ils l'ont dit, en fait, ceux qui étaient présents dans comment on appelle l'utérus. Sauf que ça a repoussé. Et après, il y a eu, en fait... L'hystéroscopie, c'était où, l'hystéroscopie? Ça a été fait où? En France. Oui, ok, d'accord. Et après, en fait, ça a repoussé. Et du coup, je me suis retrouvée avec des fibromes de taille de 8 cm et 10 cm. D'accord. Et ils m'ont fait une embolisation des fibromes utérins. D'accord, oui. Sauf qu'après ça, les douleurs ont persisté. Ok. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toute dysménorrhée n'est pas endométriose. Hein. D'accord? D'accord. Toute dysménorrhée n'est pas égale à endométriose. Et comme je l'ai dit tantôt, l'endométriose, c'est un diagnostic sérieux qui doit être posé par un médecin spécialiste. Ouais. OK? Et endométriose et fibrome, c'est 2 choses totalement différentes. OK. Et la dysménorrhée, c'est une conséquence de l'endométriose, oui, mais toute dysménorrhée n'est pas endométriose. D'accord. Et pour poser le diagnostic d'endométriose, on a quand même des moyens. On a l'échographie, on a l'IRM et tout ça. Mais je suis sûr, c'est en France et tout ça, je suis sûr que vous avez passé sûrement tous ces examens et tout ça. S'il n'y a pas eu cas d'endométriose, encore qu'il faut que les examens soient faits par des radiologues vraiment experts qui maîtrisent bien la pathologie. Je pense que ça a dû être fait par votre médecin gynécologue. Et s'il n'y a pas eu cas d'endométriose, je ne pense pas que ça soit forcément ça. Et par contre, les fibromes aussi, ça peut être source de douleur. Hein. D'accord? D'accord. Et ça en peut fait, être source de douleur et tout ça. Et si les antalgiques et tout ça n'arrivent pas à gérer les douleurs causées par les fibromes et en fonction des tailles et tout ça, si en fonction de l'âge et s'il n'y a pas un désir de grossesse derrière et qu'on n'arrive pas à vous soulager malgré tout ce qu'on vous propose, je pense que la solution qui reste, c'est proposer une hystérectomie, quoi. Du coup, en fait, puisque bien évidemment, il y a des désirs en fait de grossesse. Donc, ça veut dire que malgré l'embolisation des fibromes utérins, puisque là, en fait, on nous fait comprendre que ça pourrait revenir. Donc, ça veut dire que ce sont des douleurs en fait, pour lesquelles il n'y a pas d'alternative.
Bon, après, le but de la discussion, c'est pas euh, voilà, d'exposer les problèmes de santé personnelle et tout ça. Mais moi, je pense que, je sais pas, je vais pas me mettre à poser des questions un peu plus intimes et tout ça parce on est sur une plateforme et tout ça. Mais voilà, au pire des cas, vous vous rapprochez de votre gynéco ou vous me laissez un message par mail et voilà, quoi. Ok, merci. D'accord? Voilà, je pense que ça sera plus juste comme ça. Ok, merci. Ouais. Nel, Oui, encore moi, donc c'est par rapport à à la chirurgie, parce que ce que j'avais compris, c'est que parfois on peut recourir à la chirurgie, mais cela n'empêche que l'endométriose peut revenir derrière. Ça veut dire que... Oui. Oui. Oui, malgré la chirurgie, l'endométriose peut récidiver. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est conseillé, après une chirurgie, de mettre un traitement hormonal pour réduire les risques de récidive, quoi. Mhm. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un problème qui peut être à vie, en fait. Tant que, comme vous avez Euh, il n'y a pas à d'hystérie. Enfin, vie, je ne dirais pas à vie, parce que généralement, après la ménopause, ça s'arrête, quoi. ouais, après la ménopause, il y a d'autres problèmes maintenant. Non, pas forcément. Ok. Bon. Pas forcément. Ok. Bah, c'était pour savoir. Mais bon, donc c'est vraiment Ouais. ça. Et la chirurgie, c'est mieux de suivre un traitement médicamenteux pour éviter justement Ouais. la... Et après, la chirurgie, elle n'est pas systématique, hein. Elle n'est pas systématique. Ça dépend de beaucoup de choses et il n'y a que le médecin qui pourra décider de chirurgie ou pas. D'accord? Mhm. Ok, merci. Voilà. Je vous en prie. je pense qu'il y a Linda qui veut encore poser une question. Je vois sa main levée. Ah non, c'est pas la peine parce que c'est exactement la même question que Nel. Donc, merci. Ah, Nel. d'accord. D'accord, ok. Ouais, Voilà. alors du coup, j'en étais où? J'étais au niveau de la prise en charge, c'est ça? Mhm. Alors, bon, je disais qu'on avait des moyens médicamenteux comme les antidouleurs, les pilules, le stérilet pour arrêter les règles, ça c'est possible. Il y a aussi une approche thérapeutique qui a été développée qu'on appelle la sclérothérapie, ce qui est indiqué beaucoup plus pour les endométrioses de l'ovaire quand elles atteignent une certaine taille. Et en somme, la sclérothérapie, c'est quoi? Ben, c'est qu'on injecte de l'alcool dans le kyste. C'est-à-dire qu'on aspire un petit peu le kyste et on injecte de l'alcool qu'on laisse en place pendant 10-15 minutes et qu'on retire après. Donc, ça a pour but de détruire les lésions de l'endométriose au niveau de l'ovaire. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais bon, ça, c'est un peu plus spécialisé et tout ça. Mais sachez quand même qu'il y a une approche thérapeutique dans ce sens-là. Et en cas d'échec du traitement médicamenteux, du traitement par sclérothérapie et tout ça, ben, on peut faire recours à la chirurgie. Et généralement, les femmes qui sont atteintes d'endométriose et qui ont des difficultés à concevoir, généralement, on fait recours à la PMA ou à la FIV pour les aider à tomber enceinte. Donc voilà. Donc en conclusion, avant la conclusion de cette première partie, j'ai une question. Ouais. Est-ce que les femmes en fait qui ont l'endométriose, est-ce que la PMA marche vraiment quand on fait recours à la PMA pour des projets bébés? Je n'ai pas compris toute la question. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, là? En fait, vous nous avez dit, pour des femmes en fait qui veulent en fait procréer, malgré le fait qu'elles ont l'endométriose, et quand elles n'arrivent pas, on peut faire recours à la PMA. C'est ça. Du coup, je voudrais savoir, est-ce que ça marche vraiment? Ah oui, ça marche. Ça marche. Au cas où ça ne marche pas, ou quand il y a 1, 2 ou 3 échecs, ben, on opère et on retente la fibre. Et après, il y a aussi... Est-ce que c'est pris en charge par l'assurance? Parce que
Oh, sorry. Désolé. Non, tu peux parler. Ok. Non, vas-y, je vais finir par ça après. Yeah. Est-ce que c'est pris en charge par l'assurance? Parce que moi, le pays où je suis, par exemple, c'est pratiquement 0 franc que l'assurance prend en charge tout ce qui concerne. Je pense qu'en France, la PMA est prise en charge, la FIV est prise en charge jusqu'à 4 fois. Ah, d'accord, ce qui est intéressant. Ok. 4 fois, je sais que l'insémination, c'est jusqu'à 6 fois. L'insémination, et je pense que la FIV, c'est jusqu'à 4 fois. Hein. Ouais, je crois bien. Ah, ce qui est bien. Bon, c'est comme une des participantes a dit, en Afrique, c'est vraiment difficile. En Afrique, ici, généralement, tu dois juste trouver ton argent et faire ton truc toi seul. Donc, c'est bien que ça soit pris en charge déjà. En plus, déjà, faire une IRM en Afrique, ça coûte déjà un pactole. Et il y a beaucoup à faire, je reconnais, mais bon, je ne vais pas trop m'attarder sur Ok, merci. Sur ça. Donc, du coup, je voulais juste, qu'est-ce que je voulais juste ajouter? Alors, oui, il y a des cas aussi où on est amené à proposer aux femmes atteintes d'endométriose, surtout au niveau des ovaires, avant de les opérer, on leur propose une conservation ovocytaire. C'est-à-dire, on conserve les ovocytes de ces femmes pour éviter de toutes les détruire pendant l'intervention chirurgicale. Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais ajouter par rapport à la prise en charge. Et en conclusion, je dirais que c'est une pathologie de la femme en âge de procréer, c'est-à-dire avant la ménopause, qui est sous-diagnostiquée, même dans les pays en voie de développer, à plus forte raison dans nos pays en voie de développement. Et j'avais dit tantôt, une femme consulte en moyenne 5 fois avant d'être diagnostiquée d'endométriose. Et sa prise en charge, elle est multidisciplinaire. À des stades avancés, ça peut faire intervenir le chirurgien gynécologue, le chirurgien urologue, le chirurgien digestif et aussi le psychologue, parce que c'est une pathologie qui est difficile à vivre, handicapante, qui affecte la vie sociale et qui peut être source de tension dans le couple. Donc c'est pour ça, moi, je suis pour le fait d'intégrer, de sensibiliser non seulement les femmes sur la pathologie, mais aussi les hommes, parce que, voilà, un homme, c'est un potentiel partenaire. Donc, mieux il comprend la maladie, mieux sa compagne se sent soutenue, et mieux la pathologie, elle est vécue, quoi. Donc, voilà, sur ce sujet, c'est ce que je pourrais vous dire sans trop rentrer dans les détails pour que je puisse me faire comprendre. J'ai essayé de ne pas utiliser les termes médicaux le plus possible. Mais après, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas ou des trucs que vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours revenir là-dessus. Et s'il y a des questions, posez des questions. Hein. Posez des questions, il est là pour nous entretenir. Moi, j'ai une question. Vous avez parlé de PMA et la FIV. Est-ce que vous pouvez expliquer à peu près comment ça se passe pour l'une ou l'autre proposition? Alors, la FIV, c'est vaste. Hein? Je ne sais pas ce que vous voulez savoir exactement au niveau de la FIV. C'est un chapitre très vaste, la FIV. Ah, et en fait, je veux savoir, en fait, c'est quoi la différence entre les deux? Alors, la FIV fait partie de la PMA. Alors, il faut entendre par PMA la procréation médicalement assistée. C'est tout ce qui permet à une femme qui n'arrive pas naturellement à concevoir, qui n'arrive pas naturellement à avoir un enfant, d'avoir un enfant. Voilà. Et dans la PMA, on a l'insémination intra-utérine, on a la FIV, on a d'autres techniques qui consistent à injecter directement du spermatozoïde dans l'ovocyte. Donc, c'est un peu vaste, quoi, la FIV.
D'accord. Ouais, je Et comprends. qu'on aura l'occasion Ce qu'il d'aborder. faut retenir, c'est que la FIV fait partie de la PMA. Et la PMA, c'est la procréation médicalement assistée. D'accord. Oui, je comprends. Mhm. Voilà, Merci. je vous en prie. Après, si c'est un thème qui peut intéresser beaucoup de dames, je peux voir avec le médecin. On pourra, en fonction de sa disponibilité, trouver un temps pour aborder la thématique sur la PMA et la fibre. Docteur, si vous êtes disponible, bien évidemment. Ouais, on verra bien. On verra bien. On trouvera, si ça intéresse en tout cas beaucoup de personnes, on trouvera une période aussi disponible pour en parler. Alors, si vous avez des questions encore, posez des questions. Même si vous avez des questions sur le syndrome des ovaires polykystiques, vous pouvez un peu poser la question. C'est vrai qu'on aura un sujet, une thématique là-dessus, mais vous pouvez lui poser la question, il pourra répondre aux questions. Je peux peut-être aborder brièvement le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur les SOPK? Alors, il faut savoir que les SOPK, c'est aussi un trouble hormonal qui concerne également la femme en âge de procréer, qui se caractérise sur le plan clinique par une androgénie, c'est-à-dire c'est des femmes qui développent une pilosité assez marquée et une perturbation des hormones aussi, puisque c'est hormonal et endocrinien. Et ça se caractérise aussi par une oligoménorrhée, c'est-à-dire des règles qui sont peu abondantes et assez rares. D'accord? Les règles sont assez rares, c'est-à-dire la femme peut avoir ses règles une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, une fois tous les 4 mois, une fois tous les 6 mois ou même une fois tous les 8 mois. Et sur le plan échographique, ça se caractérise par des ovaires qui sont plus volumineux que la normale et qui portent de petits kystes. D'accord, qui portent de petits kystes, de petits kystes assez importants quand même. Assez importants. Et ça se caractérise aussi, ça se traduit aussi par une infertilité. Ça peut être cause d'infertilité. Et par contre, oui, dans la prise en charge des ovaires des SOPK, l'hygiène de vie joue un rôle important. L'hygiène de vie joue un rôle important. La perte de poids est conseillée quand on souffre des SOPK. Le régime est conseillé, une activité sportive aussi est conseillée. Donc voilà de façon ramassée ce que je peux dire sur la définition du SOPK. Alors, merci docteur. Il y a une question, Linda, tu peux y aller, tu peux poser la question. Ok, donc en fonction de la définition, est-ce que ça veut dire que certains médecins confondent les deux? Parce que quelquefois, quand tu as l'endométriose, il y a des médecins qui conseillent que tu fasses du sport, le régime et tout ça. Ou bien c'est, je ne sais pas moi, parce que c'est vraiment intéressant ce que vous dites. Ouais. Alors, dans la prise en charge de l'endométriose, moi, je pense pas que Alors, tu peux faire le sport parce que certaines femmes, quand elles ont mal, elles sont soulagées par des activités. Par exemple, la méditation, le yoga, je sais que c'est des trucs qui sont conseillés quand on a du mal à gérer ses douleurs. Vous voyez un petit peu? Donc, dans ce sens, oui, ça peut être bénéfique. Mais sur la physiopathologie, je ne vois pas en quoi un régime et un sport peut réduire l'endométriose, quoi. Je ne vois pas. Par contre, les SOPK, oui. Ok, d'accord. Et est-ce qu'une femme peut avoir les deux? Ou bien c'est l'un ou l'autre? Oui, c'est possible, hein? C'est possible. Wow, ok.
C'est Ouais, possible. Et parfois, même dans le SOPK, on conseille même de prendre des antidiabétiques comme la metformine. Parce que le SOPK, c'est un peu... Bon, je ne suis pas là pour donner le nom des médicaments et tout ça, mais bon, c'est pour vous dire que dans le SOPK, il y a une insulinorésistance. Et là, dans ce cas, oui, par exemple, aux États-Unis, je sais que la metformine est beaucoup indiquée dans la prise en charge des SOPK, mais ça n'a pas encore son AMM en France. Même si certains l'utilisent, mais bon, en France, c'est pas reconnu comme un médicament dans la prise en charge du SOPK. Mais quand on prend la physiopathologie, oui, on peut l'utiliser, quoi. Ok. Merci. D'accord, donc ça fait bizarre de parler d'antidiabétiques dans le SOPK. Ça fait bizarre. Même moi, quand j'ai entendu ça la première fois, je ne sais pas forcément encore médecine, mais je me dis, mais il y a quel lien entre diabète et SOPK? Mais il ne faut pas le voir comme diabète, mais il faut voir comme une insulinorésistance. Et la metformine, ça casse l'insulinorésistance, quoi. Ok, c'est clair. Merci. Ah, je vous en prie. Jolène, bonsoir. Oui, bonsoir. Tu peux poser ta question. Oui, j'avais une question. Est-ce que la prise de pilule peut entraîner le SOPK? La prise de pilule, non. Non. Plutôt même, la pilule est indiquée dans la prise en charge du SOPK. Donc, je ne vois pas comment un médicament qui est censé traiter une pathologie peut l'entraîner, quoi. Non. Vu que ça change le taux d'hormones. Non. La pilule ne peut pas donner le SOPK, non. Ok, merci. Je vous en prie. Merci, docteur. Est-ce que vous avez d'autres questions? S'il y a des questions pour celles qui viennent d'arriver, vous pouvez poser des questions, en profiter. Donc, il est là, il est disponible aujourd'hui. Ce n'est pas tout le temps qu'on a un médecin disponible. Donc, si vous avez des questions, profitez, posez des questions. Il est là. Il va essayer de... Ce que je veux juste rajouter, c'est que quand le SOPK est associé à une infertilité, eh bien, on a des moyens pour aider les femmes à tomber enceintes. Je pense que le SOPK, infertilité SOPK, on arrive plus ou moins à mieux gérer ça que l'infertilité endométriose. Ok. D'accord? Voilà. Donc, comme c'est votre médecin, il n'y a que le médecin gynécologue et tout ça, après un bilan et un diagnostic précis, qui pourra vous proposer des approches de solutions en fonction de votre ressenti, de ce que vous voulez, en fonction des objectifs, en gros. Ok. Je pense qu'on fera un exposé sur le SOPK où on reviendra vraiment en long et en large sur la physiopathologie, la définition, les approches thérapeutiques et tout. Mais là, c'est de façon ramassée que j'en parle. Et s'il y a des questions, oui, on peut en parler, quoi. Merci beaucoup, docteur. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? Mesdames. C'est sur l'endométriose, hein? S'il y a toujours des questions sur l'endométriose, oui, on peut. Oui. On peut revenir, hein? On va revenir dessus, sur son exposé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Oui, Nel, on t'écoute. Vas-y. Oui, j'avais une question concernant les remèdes africains. Je ne sais pas si vous avez, je sais pas s'il y a eu des analyses sur certaines plantes en Afrique, parce que j'entends souvent parler du quatre côtés, des feuilles de djeka, des petits colas. Je ne sais pas s'il y a eu des analyses là-dessus qui ont prouvé ou attesté que c'était efficace par rapport sur tout ce qui est troubles hormonaux, etc. Donc, et les conséquences. Parce que j'entends beaucoup parler de ça. Il y a certaines qui rendent des témoignages, soit disant que les quatre côtés ont permis de diminuer les douleurs, ont fait partir tel problème
Après, oui, il y a des plantes qui ont sûrement des vertus antalgiques. Ça, j'en doute pas. Mais après, moi, je ne me suis pas trop penché sur la question. Parce qu'avec les plantes et tout ça, il faut aussi faire attention. Parce que généralement, c'est des molécules qui n'ont pas de dosage et tout. Je ne suis pas contre la médecine traditionnelle, hein, et bien au contraire. Mais bon, il faut aussi faire attention à tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte et tout ce qu'on boit. Déjà, c'est des potions sans dosage et tout. Et qui à long terme peuvent nous créer d'autres problèmes comme des insuffisances, une insuffisance rénale et autres, quoi. Donc je suis pas du tout contre la médecine traditionnelle, mais bon, je j'ai pas trop de recul par rapport à tout ça, quoi. Ok. Merci. Je vous en prie. Oui, Linda? Ok, je n'ai pas de question, mais c'est juste une remarque qui découle de la question de Nel. En fait, je pense que Nel pose sa question peut-être aussi à cause de... Je sais que vous êtes médecin, je vais juste aller droit au but. Je ne vous attaque pas, mais la réalité, c'est que en fonction de mon expérience, il y a beaucoup de médecins qui utilisent, comment dire ça, les opérations comme un moyen pour se faire de l'argent quand il s'agit d'endométriose. Pour un peu, on vous envoie en salle d'opération. Et ils savent que c'est cher et vous êtes dans le besoin et vous n'avez pas généralement de solution. Et il y a des femmes qui se retrouvent avec 5, 4, 6, 7 opérations pour quelque chose qui repousse, qui revient, qui part, qui revient, qui part, qui revient. Donc, donc c'est une remarque. C'est malheureusement la réalité que certaines femmes vivent. Et je pense que c'est peut-être une question sur laquelle il faut, je ne sais pas, travailler, trouver des solutions. Il faut se pencher. Hein. Donc, voilà. D'accord, c'est compris. C'est pertinent, hein, j'avoue, c'est pertinent. Et après, oui, je pense que c'est des situations qu'on rencontre fréquemment dans nos réalités. D'accord? Et comme je l'ai dit, la chirurgie de l'endométriose, ce n'est pas donné à tout le monde. Et moi, par exemple, je ne peux pas me permettre de faire une chirurgie de l'endométriose. J'ai un cas d'endométriose qui nécessite d'être opéré, je l'envoie vers un centre spécialisé. Et je sais que, voilà, en Afrique, c'est pas forcément comme ça, quoi. Donc, en tant que docteur, comment on reconnaît qu'un docteur est spécialiste? Est-ce qu'il y a un terme spécifique pour ça? Est-ce que, enfin, comment on sait? Parce que pour moi, par manque d'informations, je me dis que tous les gynécologues ou bien obstétriciens savent comment gérer. Ah non. Déjà, il y a le gynécologue médical, le gynécologue obstétricien et gynécologue. Donc, c'est deux choses différentes. Et le gynécologue obstétricien n'est pas forcément un chirurgien de l'endométriose. Je peux dire, c'est un peu comme une spécialité à part, quoi. Il faut avoir des acquis, il faut se former, il faut l'avoir fait plusieurs fois. Et donc voilà, tout le monde ne peut pas se lever et faire la chirurgie de l'endométriose. Non, en tout cas en France, ça ne se passe pas comme ça. Oui, ça se passe pas. Alors, comment reconnaître un médecin qui s'est fait ci ou ça? Je pense que honnêtement, le médecin, quand vous le consultez, lui-même, il connaît ses limites, il connaît ses capacités et il sait quand orienter. Et orienter, c'est une compétence, savoir orienter. Vous voyez un petit peu? C'est comme les maternités. On a telle maternité qui est maternité de niveau 1, niveau 2, niveau 3. On sait que dans cette maternité, on ne prend pas en charge ce type de patiente, on ne prend pas en charge ce type de patiente. C'est exactement comme ça pour la chirurgie. Donc, ce qui veut dire qu'en tant que patiente, En France, la pratique de la chirurgie, de certaines chirurgies, est soumise à autorisation. Pour faire certaines chirurgies, il faut avoir l'autorisation, quoi.
Ok. Et ça, l'autorisation, c'est le ministère qui donne, non, c'est l'ARS qui donne. Donc, voilà, c'est bien organisé et tout. Ok, d'accord. Merci. Donc, merci, docteur. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à répondre. Bonsoir, Awa, tu viens d'arriver. Donc, c'était sur l'endométriose. Donc, si tu as des questions, le médecin, il est là. Il va répondre. Pour toutes celles qui viennent d'arriver, le thème du jour, c'était sur l'endométriose et le médecin aussi a parlé un peu des SOPK. Mais on aura une thématique sur les SOPK. Donc, si vous avez des questions sur l'endométriose, n'hésitez pas à lui poser des questions. Moi, j'ai une question, docteur. Au niveau de la France ici, en fait, pour la chirurgie concernant l'endométriose, du coup, on le fait où? Dans quel centre? Alors, je pense que chaque région, je sais que chaque région a son centre attitré. Et en fonction des régions et tout ça, on vous oriente. Par exemple, moi, je suis en Normandie et je sais qu'en Normandie, généralement, on envoie au CHU de Caen. Ok. Parce que moi, j'avais Bordeaux. Il y avait un centre spécialisé à Bordeaux. Oui, je crois, oui, il y a un centre à Bordeaux. Je pense même à Lyon aussi, il doit y avoir un centre. Mais moi, pour ce qui concerne ma zone, moi, je les envoie au CHU de Caen. Okay. Il y a des médecins là-bas qui sont formés que pour ça. Et voilà, qui sont très bien d'ailleurs. Et on a de très bons retours par rapport à ça. D'accord. Donc, ce n'est que votre médecin, gynécologue déjà, parce que le diagnostic, il faut qu'il soit posé de façon sérieuse et tout ça. Donc, il n'y a que le médecin gynécologue qui, au vu du diagnostic, au vu du grade, au vu des troubles associés, au vu de l'échec du traitement médicamenteux ou des autres traitements, peut décider de vous orienter pour votre prise en charge, quoi. Ok. J'ai une autre question. Règles douloureuses et l'endométriose, est-ce que c'est la même chose? Je sens qu'il y a des personnes, quand elles ont leurs règles, souvent elles ont envie de vomir, souvent elles ont mal aux pieds, elles ont des douleurs, mais on ne sait pas, par moments, elles ne sont pas diagnostiquées, elles n'ont pas été diagnostiquées, comme on appelle ça même, des personnes ayant l'endométriose. Du coup, je ne sais pas si c'est lié, ou tu peux avoir des règles douloureuses et puis tu n'as rien, c'est juste des douleurs comme ça. Oui, c'est ce que je disais tantôt. Toute règle douloureuse ne veut pas forcément dire endométriose. D'accord? Mais règle douloureuse, c'est un signe de l'endométriose. Ok. Et comme je l'ai dit tantôt, moi je les classe en 5D. Il y a la dysménorrhée qui est les règles douloureuses, la dyspareunie, les douleurs pendant les règles, la dysurie qui est les douleurs au moment de la miction, les dyschésies qui sont les douleurs au moment de la défécation et des douleurs pelviennes, abdominales généralisées, quoi. Donc, quand tu as tous ces éléments associés, oui, ça pourrait être une endométriose. Mais une dysménorrhée seule, isolée, n'est pas forcément une endométriose. Ok. Et quand on est face à ces situations, mais ce qu'il faut faire, c'est de consulter. Et tellement que c'est compliqué, même pour nous médecins, eh bien, ça, je pense que je l'ai déjà dit 2 ou 3 fois. Une femme consulte au moins en moyenne 5 fois avant qu'on lui diagnostique de l'endométriose. Peut-être la première fois, elle viendra pour des règles douloureuses. Le médecin va la voir, il va se dire, bon oui, ben, c'est rien de grave, vous avez juste des règles douloureuses, mais je vous mets sous antalgique et tout. Non, il n'y a pas de souci, pas besoin de faire des examens, ça va passer. Peut-être 3 mois, 6 mois après, 1 an après, elle va revenir pour les mêmes symptômes. Cette fois, des dyspareunies. Bon, pareil, on va se dire non, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Hein. C'est pas grave, voilà. Elle va revenir peut-être. Et peut-être au cours de la 5e, 6e fois, on va se dire, ben tiens, on fait peut-être une IRM, on fait autre chose et là, on tombe sur l'endométriose, quoi. D'accord. Jolène a posé une question.
Elle a levé sa main. Donc, Oui, j'avais une question. mhm. Oui, par exemple, la couleur du sang des règles, est-ce que ça, des fois, en fait, moi, j'ai une amie dont ses règles sont vraiment noires. Est-ce que ça veut dire qu'elle a l'endométriose ou pas? Non, non, la couleur des règles, ça n'a rien à voir avec l'endométriose. Non. Ok, merci. Par contre, on peut avoir des endométriomes au niveau des ovaires qui sont des kystes, des kystes qui peuvent être de couleur chocolatée. Mm. Oui, ça, c'est l'endométrium, oui. Mais bon, ça, il faut opérer pour voir, quoi. D'accord, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Aussi, il y a plus de questions. Docteur, il va conclure. Et puis, je profite pour vous dire que le jeudi prochain, ça sera sur les cancers. Donc, du coup, on a un médecin qui va venir échanger avec nous sur les types de cancers gynécologiques, enfin, des cancers liés, voilà, qu'on peut avoir, mais liés aussi avec la femme, tout ça. Donc, et on aura le jeudi qui va suivre un autre thème sur les syndromes. Si le docteur est disponible, les syndromes des ovaires polykystiques. Ça va dépendre de sa disponibilité. On pourra vraiment bien aborder le sujet et voir ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Maintenant, si vous avez les dernières questions, n'hésitez pas, ou le docteur il va essayer de faire la conclusion et puis voilà. Jolène, avez-vous une question? Oui, j'avais une question. Est-ce que l'endométriose, c'est à vie ou Pas à vie. J'avais déjà répondu à cette question tout à l'heure. Généralement, après la ménopause, les symptômes s'estompent. D'accord, ok. Merci. C'est une pathologie de la femme en âge de procréer. Donc, quand on dit âge de procréer, c'est avant la ménopause, quoi. Ok. Merci. Je pense qu'on va conclure si l'organisatrice me le permet. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci à toutes les participants. Donc, on va laisser le docteur conclure de façon générale de tout ce qu'on a dit. Et puis, bon, on va se dire au revoir. Bon, je vous laisse conclure, docteur. Ouais, alors, je conclurai en disant que déjà, si vous avez des douleurs pendant les règles qui sont invalidantes, qui affectent votre vie sociale, votre qualité de vie, n'hésitez pas à consulter un médecin gynécologue. Il est le seul à pouvoir vous orienter, à pouvoir vous dire ce qu'il faut faire exactement. Et le diagnostic d'endométriose, c'est un diagnostic très sérieux qui se pose après un examen rigoureux et des examens complémentaires. En tout cas, merci à toutes celles qui se sont connectées. Merci à vous d'être venus. Merci aussi pour vos questions. Allez, ça a été un plaisir de partager ce petit moment d'échange. Et j'espère que j'ai pu répondre aux préoccupations des uns et des autres. Et ça serait un plaisir pour moi de se retrouver. En tout cas, merci docteur. Merci vraiment à vous pour votre intervention. Puis, prenez soin de vous. Bon week-end et on se dit à la prochaine. Au revoir.